Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Emmanuel Brochier, docteur et maître de conférences en philosophie, doyen de l'IPC, Faculté libre de philosophie et de psychologie de Paris. Emmanuel Brochier qui va intervenir auprès de nous pendant 20 minutes sur le thème suivant, l'IA et l'éthique responsable du manager. Emmanuel, merci à toi de ta présence et je te passe la parole. Voilà, nous allons aborder des enjeux éthiques qui concernent les managers, l'usage surtout de l'IA. Le focus que je vous propose, c'est de réfléchir sur l'exercice de l'esprit critique. Puisque, évidemment, la réglementation européenne depuis 2024 nous invite à exercer cet esprit critique si nous voulons être des agents, des usagers responsables d'usagers responsables. Et dire cela, ce n'est que le début d'un problème. Parce que, et vous l'aurez sans doute aperçu, un article en préprint a été publié en février dernier sur un phénomène émergent de spirale délirante. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un phénomène qui a été documenté sur plus de 300 cas, du type de ce comptable, Eugène Torres, qui a un usage, important, fréquent, de quotidien de l'IA, mais pour son travail, et qui, après plusieurs semaines avec un chatbot, en vient à avoir une adhésion forte à des croyances totalement extravagantes. Il en vient à penser qu'il est dans un monde fictif, dans un univers fictif, et qu'il doit en être débranché. Il sera même conseillé par l'IA de rompre ses liens familiaux. Alors c'est un cas parmi d'autres, il y en a beaucoup, et la question est évidemment ici, on a quelqu'un qui n'a pas exercé son esprit critique. On a ici un cas un peu radical d'absence d'exercice de l'esprit critique. Mais j'aimerais vous montrer, dans ce temps imparti, que cette question de l'exercice de l'esprit critique, si tout le monde est d'accord sur l'injonction, cette question de l'exercice de l'esprit critique est une question relativement difficile. Pour cela, j'aimerais mettre un petit peu en perspective, montrer en quelque sorte deux approches de l'esprit critique, de l'exercice de l'esprit critique, une approche qu'on pourra qualifier de moderne, une approche qu'on pourrait qualifier de postmoderne. Je vais les regarder dans deux auteurs, Claude Bernard et Ludwig Fleck, deux médecins, qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé dans les années 80 une guerre des sciences. Vous allez voir que l'exercice de l'esprit critique est quelque chose de problématique. Il y a bien sûr une obligation d'exercer son esprit critique, mais il est problématique d'exercer son esprit critique. Je vais donc commencer par faire référence à Claude Bernard, évidemment dans un ouvrage que tout le monde connaît, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Et là, évidemment, on retrouve quelque chose de moderne, on retrouve une tradition toute cartésienne, puisque Claude Bernard, nous invite, dit-il, la première condition que doit remplir un savant, et donc un manager bien formé, qui se livre à l'investigation des phénomènes naturels ou des organisations, c'est de conserver une entière liberté d'esprit assis sur le doute philosophique. Ce doute philosophique, c'est bien sûr le doute cartésien. Ce doute philosophique, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'esprit critique.
c'est ce doute philosophique, si on doit le préciser davantage, eh bien, il consiste dans le fait de considérer que nos théories sont fausses absolument parlant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas utiles, ça ne veut pas dire qu'elles doivent être rejetées, mais ça veut dire qu'elles sont fausses, ou pour le dire peut-être autrement, c'est-à-dire à la manière d'un autre épistémologue, Karl Popper, elles ne sont jamais vérifiables. Nos théories sont toujours des énoncés généraux. Nos théories sont toujours des énoncés du type tous les signes sont blancs et il ne nous sera à jamais impossible de constater qu'effectivement tous les signes de tous les lieux et de tous les temps sont blancs. Donc nos énoncés, eh bien absolument parlant, comme le disait déjà donc au XIXe siècle Claude Bernard, sont faux. Il a cette formule extraordinaire qui consiste à dire que l'homme peut plus qu'il ne sait. Il n'est pas sceptique pour autant, il le dit bien, il croit qu'il y a entre les phénomènes des relations, il pense même qu'il y a des relations causales, dit-il, qu'il y a une forme de compréhension possible, autrement dit, de la nature, mais ce que nous connaissons essentiellement, ce sont les faits. Ce que nous connaissons vraiment, véritablement, ce sont les faits que l'expérimentateur donc met en évidence au moyen de sa preuve et de sa contre-épreuve, son expérience et sa contre-épreuve. Je ne vais pas développer ce point-là, mais il y a une vérité, pour parler encore comme Popper, des énoncés existentiels. Je peux dire qu'il est vrai que ce signe qui existe ici, à tel moment de l'histoire, est blanc. Et je peux, comme ça, décrire factuellement et vérifier, ou plutôt consolider, corroborer, eh bien, des énoncés universels, mais je ne pourrai jamais les vérifier par ce que je constate. Et donc, exercer l'esprit critique, c'est toujours revenir, en quelque sorte, à l'expérience, au fait expérimental. Vous voyez, le problème avec l'IA, c'est que on risque d'être dans ce qu'on appelle parfois un cercle herméneutique. L'IA n'a pas de sémantique. L'IA ne fait pas référence au monde. Si je ne sors pas d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, de ce que me donne l'IA, eh bien, je suis dans l'incapacité d'exercer mon esprit critique. Pour exercer mon esprit critique, il faut directement ou indirectement, c'est-à-dire moi-même ou en faisant confiance à des personnes qui l'ont fait, eh bien, il faut que je puisse constater dans le monde un état du monde. Ce que une IA, pour l'instant en tout cas, ne peut pas faire. Donc vous voyez, cet esprit critique, il ne suffit pas de rester devant son ordinateur pour exercer son esprit critique. Il ne suffit pas simplement de comparer des données pour exercer son esprit critique. Il faut, pour exercer son esprit critique, eh bien, être capable de faire référence à un état du monde. Il faut se confronter, on pourrait dire plus directement et plus trivialement, au réel. Ceci dit, cela, c'est la forme, c'est le modèle moderne. La référence à Descartes est très claire, mais peut-être que l'on peut proposer, avec Ludwig Fleck et son ouvrage de 1935, Genèse et développement d'un fait scientifique, eh bien, une critique de l'esprit critique. Et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Louis Fleck va dire non, c'est vrai que la vérité n'est pas relative, elle n'est pas subjective non plus, au sens où chacun aurait ses vérités. Et on parle de choses scientifiques, de choses du domaine public, mais elle est toujours, ou presque toujours, entièrement déterminée à l'intérieur d'un style de pensée. Ça veut dire qu'en fait, l'exercice de l'esprit critique, c'est pas simplement le rapport entre quelqu'un qui pense et un objet de pensée, et un sujet de réflexion. Il y a toujours un intermédiaire, un tiers, qui a un style de pensée, qui est un collectif. Il y a toujours un ensemble de personnes qui vont en quelque sorte déterminer ma manière de penser, mon style de pensée, finalement ma manière d'exercer mon esprit critique.
Autrement dit, on est dans une approche postmoderne parce que dans l'approche de Descartes, eh bien, c'est le cogito, c'est le sujet qui, lui, tout seul, a la capacité, a le pouvoir, on pourrait presque dire le super pouvoir d'exercer son esprit critique. Finalement, ce que montre Ludovic Fleck, un peu dans la perspective de Nietzsche, eh bien, c'est qu'on n'exerce jamais son esprit critique tout seul. On exerce toujours son esprit critique au sein d'un collectif, c'est-à-dire de personnes. Si on devait prendre une métaphore pour comprendre ça, eh bien, quand on exerce son esprit critique, c'est un petit peu comme lorsqu'on est au restaurant. C'est toujours quand on est assis à une table avec d'autres personnes. Et alors, le fait d'être associé à d'autres personnes, eh bien, va faire qu'il y a des sujets qui n'en sont pas, des problèmes qui sont considérés comme des problèmes, des questions qui sont considérées comme des questions intéressantes. Il y a des évidences qui sont acceptées, d'autres qui sont refusées. Il y a des manières de procéder pour comment dire, argumenter qui sont acceptées ou qui sont refusées. Et c'est pas la même chose d'une table à l'autre. Ludovic Fleck va avoir une formule qui est très forte. Il va dire, l'un des premiers, la connaissance scientifique est une création sociale. Vous voyez, on est dans une dimension alors qui est post-moderne, le mot est juste, ça veut dire qu'on n'est plus dans la modernité où l'individu, en quelque sorte, est seul à assumer l'esprit critique. Avoir un esprit critique, c'est être assis à une table ou alors... Ludovic Fleck propose une autre métaphore, une autre comparaison. L'individu peut être comparé, dit-il, à un joueur de football, pris isolément. Le collectif de pensée au travail collectif d'une équipe de football bien entraînée. L'acte de connaissance, l'acte cognitif au déroulement du jeu. Est-il possible d'analyser ce déroulement du point de vue du joueur pris individuellement? Si on veut comprendre le jeu, eh bien, il faut regarder ce qu'une équipe fait ensemble. Le sens du jeu ne se comprend que dans un collectif. Alors, vous comprenez le problème avec l'IA? Le problème avec l'IA, c'est que ce collectif n'est plus un collectif en quelque sorte institutionnalisé, n'est plus un collectif de confiance. Ce collectif devient un collectif virtuel. Ce collectif, et c'est ce qui se passe sans doute avec ce monsieur Torres, brave comptable, ce collectif devient un collectif à sa mesure qu'il crée selon sa satisfaction. Et alors à ce moment-là, eh bien, on entre dans la spirale délirante. Vous voyez, l'exercice de l'esprit critique demande soit de faire référence à la réalité, mais ça ne suffit peut-être pas, de faire référence à l'expérience, à la réalité, au monde extérieur, mais aussi, eh bien, à une institution de confiance en quelque sorte, si on veut pouvoir exercer, avec réussite, eh bien, son esprit critique. Alors la question c'est comment y parvenir, sans doute pas simplement en formulant des règles du type il faut exercer son esprit critique, il va falloir prendre soin de ses croyances, prendre soin de ses convictions. Il va falloir inviter ses collaborateurs à prendre soin de ses croyances. C'est le dernier point que je voudrais aborder, qui relève d'une approche assez récente, celle des vertus épistémiques, largement développée en France par Roger Puivet, mais qui est très développée aux États-Unis, où on va être extrêmement attentif à ce qu'on appelle la responsabilité épistémique. Nous avons la responsabilité de nos croyances. C'est ça que veut dire responsabilité épistémique. Nous avons la responsabilité de nos croyances. Et alors à ce moment-là, comme on peut avoir des croyances diverses, opposées, contradictoires, de bonnes ou de mauvaises croyances, on a un potentiel à adhérer à des croyances qui est multiple. Eh bien, à ce moment-là, il faut bien orienter ce potentiel, et cette bonne orientation, eh bien, c'est ce que la tradition philosophique appelle vertu. Des vertus épistémiques, c'est être bien orienté pour adhérer à telle ou telle croyance. Alors, quand on regarde ceux qui réussissent en quelque sorte leur vie intellectuelle, eh bien, on peut comme ça énumérer un certain nombre de dispositions qui permettent de réussir en quelque sorte dans l'exercice de l'esprit critique. Souvent, on en donne 5, en tout cas, Puivet en donne 5. Je voudrais peut-être en illustrer 2.
tout à fait dans notre sujet. Premièrement, l'impartialité intellectuelle. C'est vrai que quelquefois, on peut être partial, c'est tout le problème du biais de confirmation. C'est-à-dire de s'intéresser, et les réseaux sociaux favorisent en quelque sorte cela, eh bien, un parti pris. Ne s'intéresser plus qu'à, comment dire, à une manière de répondre à un problème. L'impartialité, ce n'est pas non plus le fait de se désintéresser en quelque sorte d'une position. L'impartialité, ce n'est pas une suspension de jugement. L'impartialité, c'est la capacité à porter un jugement, c'est-à-dire à prendre position, après avoir écouté toutes les parties. Après avoir écouté les parties contradictoires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de débat contradictoire, mais ici, il s'agit en quelque sorte d'internaliser ce débat contradictoire. Il ne s'agit pas simplement d'opposer des personnes, il s'agit d'opposer des arguments et que nous soyons vraiment conscients, eh bien, des positions contradictoires qui, en quelque sorte, s'opposent dans un débat ou dans un autre, et ça constitue une impartialité. Je crois que ça, c'est une attitude aujourd'hui qui est de plus en plus difficile à tenir, que l'on observe de moins en moins et qui pourtant, eh bien, est importante. Jadis, je pense à Bergson, on parlait de la politesse supérieure de l'esprit. D'autres ont parlé, comme James Montmarquet, de l'ouverture d'esprit. Je crois que cette qualité, cette disposition personnelle est absolument indispensable pour faire un bon usage de l'IA. Mais comment, quand on a des positions qui s'opposent, comment prendre parti? Eh bien, à ce moment-là, il faut une autre disposition. Car on le voit avec Eugène Torres, son problème, c'est qu'il est face à des agents conversationnels, à des chatbots qui sont complaisants. Ça veut dire quoi? C'est le terme qui est utilisé dans l'article. Ça veut dire qu'en fait, il lui donne ce qu'il a envie d'entendre. Il lui donne ce qui lui fait plaisir. Et ça, c'est un vrai problème, pas simplement avec l'IA. Si nous regardons bien, quand nous regardons ce à quoi nous adhérons, bien souvent nous adhérons à telle ou telle conviction parce qu'elle nous plaît. Nous refusons telle ou telle autre conviction parce qu'elle nous déplaît. Bref, nous manquons en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler une sobriété intellectuelle. Vous voyez, le plaisir n'étant jamais une bonne raison, la satisfaction intellectuelle n'étant jamais une bonne raison pour adhérer à une croyance. Et je crois que à l'heure de l'IA, eh bien, c'est encore plus vrai. À l'heure de ces chatbots qui sont complaisants, eh bien, c'est encore plus vrai. Il va falloir développer un courage intellectuel, de la patience, un courage intellectuel qui est le courage de pouvoir accepter qu'on se trompe. Ça, il en faut du courage. Le courage intellectuel qui consiste à vérifier, à aller vérifier. Il ne suffit pas de voir une source bien citée. Il faut encore aller voir dans les livres, eh bien, si effectivement on retrouve cette source. Vous voyez, ça demande un certain courage parce que, il faut bien le dire, c'est pénible. Donc oui, je crois qu'on peut faire un bon usage de l'IA. Je crois qu'on peut exercer son esprit critique, mais ce n'est pas sans condition, sans exigence morale et éthique. L'impartialité, la sobriété, le courage, pour n'évoquer que ces trois-là, ça demande autrement dit, eh bien, en quelque sorte, de ne pas, comment dire, avoir une approche seulement technicienne, mais eh bien aussi éducative ou en tout cas morale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à toi, Emmanuel, pour cette intervention philosophique investie et incarnée comme à ton habitude.